Nous sommes dans le Cantal, à Paulmignac, une petite commune champêtre située à 15 km d'Aurillac. Ce village d'un peu plus de 1000 habitants est placé au pied des escarpements du versant nord de la vallée de la Sèvre. C'est un petit village, Paulmignac, qui est dans la montagne et qui fait d'habitude pas du tout parler de lui. Un petit coin tranquille du Cantal, avec les montagnes, des beaux paysages. En cette matinée hivernale du 17 décembre 2010, Yvonne, une habitante du village, se rend à la poste. Elle récupère un courrier recommandé de la part de Rosalie, une de ses amies âgée de 77 ans. Le contenu de cette lettre la trouble particulièrement parce que dedans, elle mentionne en substance tu connais mes rapports avec mes enfants, j'espère que tu en feras bon usage. Et elle termine son courrier par une formule qui laisse penser qu'on a affaire à quelqu'un qui va commettre un geste irréparable. Et ça fait penser au suicide. La lettre est dactylographiée, mais visiblement signée de la main de Rosalie. Yvonne est très inquiète pour son amie. Avec son fils, elle décide de se rendre à Arpajon-sur-Cère où habite Rosalie, et lorsqu'elle arrive chez son amie, elle trouve porte close. Alors bien sûr, elle essaye de l'appeler avec son téléphone portable, mais malheureusement, Rosalie ne répond pas. Yvonne imagine alors le pire. Sans perdre un instant, elle se rend avec son fils au commissariat de police d'Aurillac pour signaler la possible disparition de Rosalie. Les policiers vont se rendre au domicile de Rosalie, comme c'est le cas dans toute disparition qui peut apparaître inquiétante. Vont trouver également porte close, tout comme Yvonne, et donc vont casser une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur de l'appartement. Et là, de manière surprenante, ils ne découvriront rien du tout. Où est passée Rosalie ? Cette femme de 77 ans s'est-elle suicidée comme le laisse penser la lettre? Ou l'histoire est-elle beaucoup plus complexe? À Arpajon-sur-Cère, Rosalie, 77 ans, vient de se volatiliser. Le parquet d'Aurillac ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Une nouvelle perquisition a lieu au domicile de Rosalie, cette fois un petit peu plus fouillée ou axée différemment, dirons-nous. Et on se rend compte qu'au domicile de Rosalie, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout de ces éléments informatiques-là, alors que la lettre qu'avait reçue Yvonne juste avant était une lettre dactylographiée. Rosalie est-elle bien l'auteur de cette lettre? En attendant les résultats de l'expertise graphologique, les policiers exploitent le téléphone de la septuagénaire et ils découvrent que sa dernière conversation remonte au 13 décembre. À ce moment-là, ils vont remarquer que son dernier appel remontait vers une personne qu'elle devait visiter pour un appartement. Et on se dit, pourquoi cette dame a envie de changer d'appartement? Est-ce qu'elle a envie de changer de vie? C'est une possibilité. Et rien ne laissait présager, en tout cas, un acte comme un suicide. Au commissariat d'Aurillac, les enquêteurs se penchent sur l'histoire de Rosalie, dans l'espoir d'y trouver la clé de leur énigme. Visiblement, la septuagénaire a mené une vie relativement mouvementée. Rosalie, elle est originaire du Cantal. Elle a un mari, elle a 4 enfants, et puis lorsque les enfants sont en bas âge, dans les années 70, elle décide de tout plaquer. Elle quitte son mari, elle quitte ses enfants, qu'elle abandonne à son mari. Yves, le plus jeune fils de Rosalie, se souvient de cet événement qui a marqué sa vie, à tout jamais. Elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis un bon matin, on s'est retrouvés dans la cour. Elle était partie. Nous avons abandonné, quoi. Alors, ce que je sais de ma maman, je l'ai su très tard. Rosalie ne reverra ses enfants qu'à l'âge adulte. Vivant désormais à Paris avec un nouveau compagnon,
Elle travaille en tant que cuisinière dans des foyers et profite des plaisirs qu'offre la vie. Elle adorait s'amuser. C'était une très bonne vivante, très conviviale. Elle allait dans les thés dansants, elle allait dans les soirées dansantes. Elle bougeait beaucoup. C'était une femme très ensoleillée. Au début des années 2000, lorsque son compagnon décède, Rosalie décide de se réinstaller dans le Cantal, près de ses enfants. Pourtant, étrangement, elle n'ira jamais les voir. Elle avait pris un appartement à Aurillac, puis après à nouveau notre appartement ailleurs au Cap-Blanc, et puis en dernier lieu à Arpajon, à 5 minutes de chez nous. Et là, j'ai appris qu'elle était là, par hasard, le jour où on a appris sa disparition. Apparemment, Rosalie se méfiait de toute personne un peu trop proche d'elle. Elle était craintive parce qu'on lui avait dit que quelqu'un en voulait à son argent. Alors, est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis de ses enfants, de nous? Est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis d'autres personnes? Je ne peux pas savoir. Rosalie aurait-elle tout quitté du jour au lendemain par peur de perdre son argent? Si elle avait si peur de ses proches, pourquoi avoir prévenu une de ses amies de son départ? À moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. À Arpajon-sur-Cère, les enquêteurs n'ont toujours aucune trace de Rosalie, portée disparue depuis maintenant 24 heures. Les policiers se lancent dans une enquête de proximité qui va s'avérer prolifique. Un voisin du dessous va donner encore un élément très intéressant aux enquêteurs, puisqu'il va dire qu'il a vu régulièrement venir chez Rosalie une personne, un homme, avec une parka rouge, voilà, qu'il voit très régulièrement passer. Et il dira aux enquêteurs que Rosalie lui avait présenté comme étant son petit-fils. D'ailleurs, le 14 décembre, vers 6h30 du matin, ce même voisin explique aux enquêteurs qu'il a entendu du bruit dans l'escalier de l'immeuble. Il a alors regardé par le judas de sa porte et a aperçu le petit-fils de Rosalie. Il entend la porte se déverrouiller et 3-4 minutes après, il entend du bruit à nouveau dans l'escalier, lui sort et ensuite il voit le véhicule de Rosalie qui passe devant lui. Il n'identifie pas le conducteur. Était-ce vraiment Rosalie au volant de sa voiture ou son petit-fils? C'est alors que les enquêteurs récoltent un nouveau témoignage. En fouillant, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a une infirmière qui vient régulièrement chez Rosalie, notamment parce qu'elle s'est blessée à la cheville. Et donc la dernière fois qu'elle est venue, le 13 décembre, elle a pu rencontrer ce petit-fils qui a une parka rouge. Elle connaît son nom, il s'appelle Jérôme. Recoupant le témoignage du voisin et celui de l'infirmière de Rosalie, les enquêteurs parviennent à identifier le dénommé Jérôme. Jérôme, c'est pas un inconnu dans cette histoire. Jérôme, c'est le fils d'Yvonne qui a reçu la fameuse lettre le 17 décembre et qui est venu avec son fils au commissariat de police pour signaler la disparition de Rosalie. Jérôme n'est donc pas le petit-fils de Rosalie, mais il la connaît bien car il a été marié avec sa petite-fille, Laetitia. Aujourd'hui séparé d'elle, il est resté proche de la septuagénaire et lui rend régulièrement visite. Immédiatement, il est convoqué par les policiers. Jérôme, lorsqu'il est entendu par la police, explique qu'en réalité, la dernière fois où il a vu Rosalie, c'était le 13 décembre 2010. Ils sont allés ensemble à Aurillac pour faire une course, et notamment parce que Madame Rosalie avait besoin d'un appareil auditif. Et puis il l'a ramené chez elle. Il va indiquer que depuis quelque temps, Rosalie, qui s'était blessée, n'était pas bien, avait l'air triste, se sentait esseulée. Elle envisageait même de quitter son compagnon qu'elle considérait être un vieux garçon. Et il va même jusqu'à parler à un moment donné aux enquêteurs d'une volonté que lui aurait dite Rosalie de mettre fin à ses jours. Pourtant, lors de son audition,
Les enquêteurs ont noté une incohérence dans les déclarations qu'ils ont récoltées jusque-là. Les enquêteurs vont indiquer que son véhicule a été aperçu à proximité de l'appartement le 14 ou le 15 décembre selon le témoignage du voisin de Rosalie. Pourtant, Jérôme va nier très vivement être retourné voir Rosalie après ce 13 décembre. Faute d'éléments probants, Jérôme repart libre du commissariat. La perquisition de son véhicule ainsi que de sa maison ne donnera rien non plus. Rosalie demeure introuvable. La disparition de cette septuagénaire restera-t-elle à jamais un mystère? Quel nouvel élément pourrait permettre aux enquêteurs de découvrir la vérité? Au commissariat d'Aurillac, afin d'y voir plus clair, les enquêteurs décident de se pencher sur l'entourage proche de la disparue, notamment Pierre, le compagnon de Rosalie, au moment de la disparition. L'homme explique l'avoir vue pour la dernière fois le 11 décembre et affirme qu'elle n'est pas suicidaire. Il parle d'une femme tout à fait normale, qui n'a pas de difficultés particulières ni autres. Il va en revanche reparler lui aussi de Jérôme et préciser que Rosalie lui avait expliqué que depuis quelque temps, Jérôme lui réclamait de l'argent et des grosses sommes d'argent. Par contre, il ne va pas pouvoir dire si elle lui a répondu de façon positive ou négative. Pierre indique également aux policiers qu'il ne connaît pas Jérôme, mais qu'il lui a téléphoné le 17 décembre pour lui demander s'il n'avait pas vu Rosalie. Les enquêteurs vont aussi lui présenter l'enveloppe qui a été expédiée par Rosalie, soi-disant, et lui faire voir ce document qui va perturber l'intéressé parce que pour lui, c'est pas Rosalie qui a écrit ce document-là parce qu'elle n'avait pas de tremblement. Or, ce qu'on lui fait voir, c'est une écriture un petit peu tremblotante. Donc pour lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Compte tenu de ce témoignage, les enquêteurs font machine arrière et vont tenter d'en savoir plus sur Jérôme. Pour cela, ils se penchent sur son histoire. À 37 ans, cet homme est père de 2 enfants et vit dans une commune voisine d'Aurillac. C'est un homme qui n'a jamais été condamné par la justice pénale française. C'est un homme qui a fait des études, il a obtenu un diplôme de BTS force de vente. Il a ouvert un magasin qui a bien marché, d'ailleurs il l'a ouvert avec son épouse Laetitia. Mais au début de l'année 2009, Jérôme se sépare de sa compagne Laetitia, petite fille de Rosalie. Et dans la foulée, il se retrouve en liquidation judiciaire. Les enquêteurs découvrent alors que le père de famille est criblé de dettes, qu'il vit du RSA, mais qu'il emprunte des sommes d'argent à son entourage pour maintenir un train de vie plus confortable. Je l'ai aperçue une fois chez mon frère. Elle avait été invitée lors d'une réunion de famille, un petit repas sympathique. Et il avait des idées de grandeur qu'on n'a pas quand on est quelqu'un de sensé, même si on a des diplômes. Des fringues à gogo, se permettre de dire qu'il ne serait jamais ouvrier, qu'il ne faisait pas partie du même monde. C'est la folie des grandeurs. Jérôme aurait-il pu s'en prendre à Rosalie pour lui soutirer de l'argent? Les enquêteurs vont s'intéresser au compte bancaire de Rosalie et en auditionnant sa banquière, sa conseillère, ils vont découvrir que celle-ci a reçu 2 lettres émanant de Rosalie. Dans la première de ces lettres, il est demandé de changer le bénéficiaire de l'assurance vie et de mettre comme bénéficiaire d'assurance vie Yvonne, la mère de Jérôme, celle qui a reçu la première correspondance. Et dans la deuxième lettre, il est demandé à la conseillère d'effectuer un virement important de ses placements vers son compte chèque pour honorer 4 chèques qu'elle avait établis. Ces lettres signées Rosalie présentent les mêmes caractéristiques que la lettre reçue le 17 décembre par Yvonne, notamment cette même écriture tremblante. Pour découvrir qui est l'expéditeur de ces courriers, ils vont tout simplement se rendre au bureau de poste d'Arpajon-sur-Cère. Et
Et là, ils vont demander à visionner les caméras de vidéosurveillance. Là, quelle sera pas leur surprise quand ils vont constater sur ces vidéos qu'ils vont reconnaître Jérôme en train de remplir différents documents, des bordereaux, et de manipuler ces fameuses enveloppes. En plus de ces éléments qu'il découvre sur Jérôme, il demande à pouvoir consulter ses chèques. Et le premier qu'il consulte, il se rend compte que finalement, le chèque est destiné à Jérôme. C'est un chèque de 25 000 €. Et la signature dessus de Rosalie est tremblante. Au commissariat d'Aurillac, l'étau se resserre sur Jérôme. Ce père de famille aurait-il commis l'irréparable? Aurait-il pu faire disparaître celle qu'il le considérait comme son petit-fils? Et surtout, où se trouve la femme de 77 ans? À Clermont-Ferrand, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Et le service régional de police judiciaire prend le relais. Le 22 décembre 2010, Jérôme est placé en garde à vue. Là, Jérôme va craquer et va amener les policiers à Paul-Mignac, dans un bois qui jouxte le village. Et là, les policiers vont découvrir une voiture totalement calcinée, avec un corps dedans. Le père de famille de 37 ans explique aux enquêteurs avoir préparé son scénario depuis plusieurs semaines. Le mobile que Jérôme indique spontanément et tout de suite, c'est l'argent. Il avait des difficultés financières, il avait demandé de l'argent à Rosalie, elle devait le lui prêter, finalement elle lui avait dit non. Jérôme indique aux enquêteurs que le lundi 13 décembre, il a effectivement passé l'après-midi avec Rosalie. Il avait amené chercher sa prothèse auditive et puis il rentre pas chez lui finalement, mais il reste avec Rosalie qui lui propose de boire un café et il savait que Rosalie prenait des somnifères, il va en profiter de récupérer les somnifères donc, dans la salle de bain de Rosalie et d'en mettre dans le café de Rosalie. Rosalie, après l'avoir bu, va être affalée sur son fauteuil, limite à tituber, mais quand même consciente de la situation. Jérôme va à nouveau diluer des somnifères dans la tasse de Rosalie et lui verser le contenu directement dans la bouche. L'homme quitte ensuite les lieux et se rend à Aurillac pour dîner avec une amie et se constituer un alibi. Le lendemain matin, il va se présenter à nouveau à son domicile à 6h30 et il va constater que Rosalie n'est pas décédée. Là, il est un peu surpris parce qu'il espérait qu'elle soit morte, mais ce n'est pas le cas. Il aurait pu venir à son secours, il aurait pu l'emmener à l'hôpital, mais il va prendre une décision tout autre. Il va mettre Rosalie sur son dos, il va la mettre dans son véhicule, à l'arrière, et il va partir avec le véhicule de Rosalie. Avant de quitter les lieux, Jérôme a pris soin d'emporter le dossier bancaire de Rosalie et son sac à main, contenant son chéquier. Il va rentrer à son domicile, il va la monter dans son domicile, il va l'installer, il va déchirer un drap, l'attacher à une chaise, la ligoter et avec des médicaments, une nouvelle fois, des cachets, il va les écraser, les diluer, les mettre dans une seringue et il va aider de force Rosalie à prendre ses médicaments. Mais voilà, Rosalie est toujours vivante. Alors sans état d'âme, le père de famille la descend dans la cave et referme la porte sur elle. Il l'abandonne là, agonisante. Il la laisse attachée et il va faire des courses à Aurillac, au cours desquelles il va acheter notamment plusieurs bidons d'essence parce qu'il a évidemment l'idée de la mort de Rosalie et la préméditation est là. Il achète ces bidons d'essence et il revient après chez lui. De retour chez lui, Jérôme constate que Rosalie est morte. Il décide alors de se débarrasser du corps dans le bois de Paul-Mignac
Et une fois sur place, Jérôme met le feu au véhicule, avec Rosalie à l'intérieur. Il rentre ensuite à pied chez sa mère, Yvonne. Il demande à sa mère de le conduire à l'appartement de Rosalie pour récupérer son véhicule. De retour chez lui, Jérôme se débarrasse des objets qui lui ont servi à perpétrer son crime dans une poubelle de la ville. Le lendemain, le 15 décembre, alors Jérôme décalque la signature de Rosalie pour pouvoir la mettre sur divers documents. Il va également acheter une imprimante qu'il avait préalablement repérée et c'est là qu'il va faire les fameux courriers qui vont être expédiés à Yvonne, à la banque. Les enquêteurs vont récupérer dans une benne à ordures un sac poubelle contenant un cutter, une seringue, une paire de gants en latex, mais surtout une liste qui fait froid dans le dos. Une liste sur laquelle vont être mentionnés différents éléments, récup affaires bancaires, récup voiture, habits de rechange. Une liste qui fait vraiment penser à la checklist du parfait criminel. Au terme de sa garde à vue, Jérôme est mis en examen pour l'assassinat de Rosalie. Incarcéré à la prison d'Aurillac, il demande à voir le juge d'instruction. Jérôme va revenir totalement sur ses premières déclarations, là encore de manière extrêmement surprenante, alors qu'il avait décrit un scénario extrêmement précis. Il va dire qu'il n'a pas du tout prémédité son acte. Après ce revirement de situation, quelle sera l'attitude de l'accusé lors de son procès? Jérôme a-t-il agi sous le coup de la folie? Ou a-t-il prémédité le meurtre de Rosalie? Ce sera au juré d'en décider. Le 17 mars 2014, 4 ans après les faits, s'ouvre le procès de Jérôme devant la cour d'assises du Cantal. Il est jugé pour l'assassinat de Rosalie et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cette affaire avait évidemment frappé les gens, et du coup le procès était attendu, les gens voulaient savoir ce qui s'était réellement passé. Constitués partie civile, les 4 enfants de Rosalie espèrent une peine à la hauteur de ce que leur mère a subi. Il a quand même fait souffrir ma mère pendant 3 jours, une nuit entière passée dans une cave, ligoté à une chaise, je souhaite à personne, avec la mort au bout en plus. Pendant plus de 20 heures, Jérôme avait Rosalie. Pendant plus de 20 heures, il aurait pu faire marche arrière. Quand je vous dis 20 heures, c'est pas 20 heures, c'est plus de 30 heures. Et il a persisté, il a signé, il a continué, il a orchestré. C'est long. Et pourtant, face à la cour d'assises, l'accusé tente toujours de masquer la préméditation de son passage à l'acte. Notre axe de défense, c'est de dire que cet homme a quand même avoué, a quand même été loyal, a complètement perdu la tête par cupidité, par avidité pour l'argent, alors que jusque-là, avec Rosalie, il avait plutôt été un homme assez doux, assez présent. Donc c'est ces éléments et sa personnalité, qui est plutôt la personnalité d'un homme et d'un père presque parfaite, que nous avons mis en valeur. Si Jérôme choisit de plaider le coup de folie, en revanche, un élément, et non des moindres, vient s'ajouter à la liste des preuves à charge. En fait, Jérôme avait emprunté une somme importante d'argent à une amie qui s'appelle Katia, qui est une ex-compagne à lui. Il lui a emprunté ses 40 000 € et il va lui signer une reconnaissance de dette. Et on s'aperçoit que la fin du délai pour rembourser Katia, c'est le 15 décembre. Sachant que Jérôme a brûlé la veille le corps de Rosalie, ce nouvel élément accrédite la thèse de la préméditation. Après 4 jours de procès, Jérôme s'adresse à la famille de celle qui le considérait comme son petit-fils. Jérôme a exprimé des regrets. Jérôme a demandé d'une certaine manière pardon. Et
Je crois que ça a été très dur pour lui ces 4 jours aux assises, parce qu'il a compris que le crime qu'il avait commis était manifestement odieux. Mais ces regrets laissent Yves, le fils de Rosalie, perplexe. Son plus gros regret, je pense que c'était le fait de s'être fait attraper. Mais bon, un enfant de 6 ans aurait fait mieux. À l'issue du procès, le père de famille de 41 ans est condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat de Rosalie. La préméditation a été retenue. Une maigre consolation pour les enfants de la victime. Le procès est fini, mais pour les juges, pour les avocats, pour moi, il n'a pas eu lieu. L'important au procès, c'était l'argent qu'il avait détourné, le crime qu'il avait commis, oui, mais Rosalie, on n'en parlait pas, quoi. Rosalie a été carrément, je dirais, absente du procès. Aujourd'hui, à Arpajon-sur-Cère, la disparition de Rosalie laisse un grand vide dans le cœur de ses enfants. À 55 ans, Yves regrette qu'on lui ait volé la possibilité de renouer avec cette femme qui l'a abandonné si jeune. J'aurais aimé savoir un peu ce qu'elle avait fait de sa vie, un peu le pourquoi elle était partie, pourquoi on n'a pas eu le droit de l'avoir avec nous, parce que ça manque à un enfant. En quelque part, on reste un petit peu l'enfant de 5 ans.